Vous êtes bien sur La Première. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Dans l'actualité ce soir, une proposition de loi spécifique aux Outre-mer pour assouplir les règles de l'indivision successorale. Il s'agit d'une problématique majeure à Mayotte. Le texte vient d'être adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, porté par le député Serge Letchimy. Il va permettre de lever de nombreux freins à la mobilisation du foncier. La rougeole de retour à Mayotte après plus de 10 années sans un seul cas signalé. Rien que ces dernières semaines, 2 cas de rougeole ont été diagnostiqués chez des enfants résidant à Mayotte. L'Agence de santé Océan Indien appelle à une forte vigilance, d'autant plus que des épidémies de rougeole sont en cours à Madagascar et sur l'île Maurice. Enfin, nous nous pencherons sur le sort réservé à nos enfants durant cette période de vacances scolaires. Que font-ils de leur temps libre et comment mieux les occuper ? Exemple ce soir dans les communes de Bandrélé et Kanikeli. Mais commençons d'abord par ce texte de loi qui vient d'être adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Elle vise à assouplir les règles de l'indivision successorale en Outre-mer et libérer du foncier, notamment pour la construction de logements. Serge Letchimy, qui a porté le dossier, estime que ce texte est la première loi de différenciation telle que l'a voulu Emmanuel Macron, c'est-à-dire une loi qui prend en compte les spécificités des Outre-mer. Michael Bastide, Massimo Bulgarelli. En Martinique comme en Guadeloupe, la problématique de l'indivision successorale paralyse en moyenne 45% du foncier. Le texte de loi présenté par Serge Letchimy, adopté à l'unanimité par les députés en deuxième lecture, a pour objectif de faciliter la sortie de l'indivision. Il permet de déroger à la règle de l'unanimité et donc autorise le ou les indivisaires titulaires de 51% des droits de disposer du bien dans un délai rapide. Alors, ce texte n'est pas fait seulement pour pouvoir relancer une politique immobilière, parce que je ne souhaite pas du tout que mon texte soit dans la spéculation immobilière. Ça permettra certainement d'aller plus vite, mais c'est surtout la reprise en main et la restauration de notre patrimoine. Et ça peut aussi avoir des conséquences, ça devrait avoir des conséquences sur le plan de la dynamique économique. Parce que la restauration des cœurs de ville, des bourgs dans nos communes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., ça passe par une réappropriation de l'immobilier abandonné. Autre point fort de ce texte, l'annulation des droits de partage de 2,5% appliqués jusque-là lors d'une rupture d'indivision. Nous avons pu obtenir que ce soit levé et ainsi, j'ai bon espoir que dans les 10 ans à venir, eh bien que les terres de nos ancêtres, la terre de ceux qui effectivement ont peuplé depuis longtemps nos territoires, puissent revenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Ainsi, ils pourront, par exemple, utiliser cette terre pour construire leur maison, pouvoir hypothéquer, obtenir un prêt. Ça n'était pas le cas auparavant. Je suis fier que pour une fois, et je regarde mon collègue Serge Letchimy dans les yeux, et je lui dis très amicalement, je suis fier de constater, d'observer que pour une fois, l'indivision ne nous aura pas divisés. Tous sont d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une avancée majeure pour permettre aux familles de sortir de difficultés considérables et pour relancer la politique du logement en Outre-mer. En Guadeloupe, près de 10 000 dossiers de biens privés d'indivision sont en souffrance. L'indivision successorale est justement une problématique majeure qui bloque de nombreux projets de construction à Mayotte. Voyons l'exemple de la commune de Mtsamboro qui a dû stopper plusieurs projets importants faute d'avoir pu libérer du foncier. Bibi Maria Malidi et Fahar Hosseini. Sur ce site de Mtsamboro, 2 projets bloqués pour cause d'indivision. Ce terrain de 6 hectares devait accueillir un lycée dont les travaux auraient dû débuter courant 2018. Mais cela ne s'est pas fait, faute d'accord entre la municipalité et les indivisaires. C'est quand même l'éducation de nos enfants. Et il y a des familles qui n'ont toujours pas accepté de céder le terrain à la collectivité. Et ça, c'est quelque chose qui pénalise tout le monde. Et sur cette autre parcelle de 3 hectares située en face de la plage dite Jiva, une station d'épuration devait être construite depuis 2004. Mais certains propriétaires s'y opposent fermement. Ce n'est pas parce que c'est une station d'épuration que les familles refusent, non. C'est parce que les familles ne veulent pas de projet sur leur terrain. Peu importe la nature du projet. L'adoption de la loi Letchimy qui facilite la sortie de l'indivision successorale en Outre-mer et relancer la construction de logements est une véritable bouffée d'oxygène pour le maire de Mtsamboro.
On peut dire en quelque sorte que nous avons une solution pour pouvoir accélérer les choses parce qu'on nous demande d'avoir la majorité des indivisaires pour pouvoir accéder au terrain. Les collectivités pouvaient utiliser la déclaration d'utilité publique pour récupérer les terrains. Mais cette solution s'avère être longue, contrairement à la loi Letchimy. Passons maintenant à cette attaque terroriste survenue à Strasbourg. Le tireur court toujours. Aujourd'hui, on se penche sur la question de ces familles brisées à tout jamais. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. La mosquée Eyoub Sultan pleure l'un de ses fidèles. Le 3e décès de l'attentat a été confirmé officiellement ce matin. Il s'agit de cet homme, Kamal, père de 3 enfants. Il a été touché par balle, selon ses proches, venu dès hier à son chevet. C'est vraiment quelque chose de très difficile pour la famille, surtout que c'est arrivé avec sa femme et ses enfants. Et ça, c'est un acte inhumain. Il n'y a pas d'autre mot, c'est inhumain. Ce garagiste d'origine afghane venait d'obtenir la nationalité française. Il travaillait dans cet atelier qu'il avait créé. Ses voisins évoquent un bon vivant, toujours prêt à dépanner. C'était vraiment quelqu'un de très aimable, très serviable et il était toujours là. Il était toujours là pour nous. Un ancien salarié du Crédit Agricole est mort sur le coup devant ce restaurant du centre-ville. Tout comme ce touriste thaïlandais en vacances en Alsace avec son épouse. Ce matin, les autorités ont annoncé qu'un autre blessé se trouvait en état de mort cérébrale. Certains, moins gravement touchés, sont toujours en soins dans 2 hôpitaux de la ville. Sur les réseaux sociaux, le père de l'une des victimes publiait ce message. Jérémy va bien, dans le sens où le pronostic vital n'est pas engagé et que son état est stationnaire. Son fils, musicien, a été touché avec l'un de ses amis alors qu'il se produisait dans un bar. Passons maintenant aux conséquences des dernières démolitions de Banga. Une partie des familles délogées hier des parcelles Batrolo a tenté d'aller s'implanter sur les hauteurs de Bandajou, dans la zone la plus reculée de Kaweni. Mais là-bas aussi, les autorités sont intervenues pour éviter de nouveaux squats. La tension est montée d'un cran. Le reportage de Yasmine Jaffar. Mayotte s'engage-t-elle dans une bataille perdue d'avance? Les expulsés d'hier ont tenté aujourd'hui de s'approprier de nouveaux terrains, déloger des parcelles de la famille Bacholo. Ils se sont déplacés non loin de là, toujours à Kaweni, cette fois dans le quartier de Bandajou. Alertés, les forces de l'ordre ont très vite investi les lieux pour stopper toute construction. Les illégaux prennent alors la fuite, laissant sur place leurs effets personnels, des appareils électroménagers et surtout les tôles qu'ils ont récupérées de leur ancien squat. Pourtant, hier encore, les autorités affirmaient leur avoir interdit de les emporter. À des gens qui n'écoutent pas le discours républicain que nous leur donnons. Nous leur avons expliqué que suite à une décision de justice, ils n'avaient pas le droit d'occuper des terrains qui appartiennent à Mayotte. Ils n'avaient pas le droit d'occuper illégalement des terrains qui appartiennent à des propriétaires mahorais, Ra-Achiri. Néanmoins, ils ne nous ont pas écoutés et cette nuit, ils ont récupéré un maximum de matériel pour à nouveau récidiver, pour à nouveau recommencer à occuper illégalement un terrain qui ne leur appartient pas sur la commune de Mamoudzou. Vous n'avez pas participé à la construction de Banga sur des terrains qui n'appartiennent pas aux gens qui s'installent illégalement. Est-ce que c'est bien compris? Je compris. Sinon, ça veut dire que vous êtes complice de l'installation d'un habitat illégal. Soupçonné de transporter dans son véhicule des matériaux d'installation des cases, cet homme repart libre mais prévenu. L'opération se fait sous les yeux des propriétaires illégaux réfugiés sur la colline d'en face. Une colline où des cases ont déjà pris forme, les poteaux sont érigés, la construction des habitats précaires fait rage. L'opération policière est vécue comme une injustice, des groupes se forment, les individus se montrent menaçants. Ils sont conscients que la traque contre la construction illégale a bel et bien commencé. La première phase de mon opération, c'est de les empêcher de continuer à construire en saisissant tous ces matériaux illégaux et en remettant ces matériaux à la commune de Mamoudzou. Donc déjà, ça va faire un coup d'arrêt à l'implantation de bangas illégaux sur la colline. Et d'autre part, une fois que nous aurons terminé cette opération, demain nous ferons un point, car je vois d'ici sur la colline qu'il n'y a que
5 ou 6 bangas qui ont eu le temps d'être construits. Nous sommes toujours dans le temps du flagrant délit. Donc là aussi, j'agirai conformément aux instructions de mes autorités, c'est-à-dire conformément aux instructions du préfet. Il est plus de 17 h lorsque nous quittons les lieux. Les services techniques de la mairie de Mamoudzou ont à peine commencé à débarrasser le site. Une corvée qui s'annonce compliquée, impossible pour eux de terminer avant la tombée de la nuit. Ils finiront par détruire sur place les matériaux qui pourront servir à l'implantation de nouveaux bangas illégaux. Et en guise de protestation suite à ce nouveau blocage, certains expulsés sont descendus dans les rues de Kaweni pour bloquer la circulation. Les policiers ont dû intervenir une nouvelle fois pour les déloger. Parlons maintenant de cette action menée par la Société d'Agoni Service avec le concours de l'association Wazadeo Amaore et la Caisse de Sécurité Sociale. Elle a proposé à 15 aidants familiaux une formation pour mieux s'occuper de leurs proches tout en se ménageant des moments de repos. En France, une personne a le statut d'aidant familial lorsqu'elle s'occupe quotidiennement d'un proche dépendant, handicapé ou malade. Potentiellement, nous pouvons tous devenir aidants familial, mais encore faut-il connaître les bons gestes. Anastasia Laguera et Daniel Abdou ont suivi cette première session de formation. C'était cet après-midi à Kahani. Vous glissez les fesses de la personne pour que la personne ait les pieds bien posés à terre. Vous me crochez par la taille, moi je croche la personne par la taille. Béatrice Carré est assistante de vie aux familles. Aujourd'hui, elle transmet à ses aidants familiaux les gestes techniques pour s'occuper correctement de leurs proches et se soulager par la même occasion. Je leur apprends les gestes et postures. Donc je dois leur montrer comment se positionner par rapport à la personne, si elle est alitée, autonome, semi-autonome, et comment surtout bien positionner leur façon d'être à elle, la personne, pour ne pas se mettre en danger, ne pas mettre la personne en danger. Fatima s'occupe de sa mère paralysée depuis 2008 sans connaître les bons gestes. Elle ressort grandie de cette formation. On a appris à doucher une personne, à la sortir du lit, à l'extérieur, des tas de choses qu'on ne savait pas. Moi, par exemple, je ne connaissais qu'une seule chose. Et là, je repars avec d'autres acquis. Être aidant familial n'est pas un choix de vie, mais ce statut est loin d'être une corvée pour les principaux concernés. Yarwan fait le trajet Chikonim-Tsapéré chaque jour pour être au plus près de son grand-père. Je prends ça pour un devoir que je dois faire, mais pas comme un travail. Pour moi, j'aide mon grand-père pour qu'il se sente mieux, qu'il profite de son autonomie au maximum. Et en même temps, je suis là, je l'écoute et ça m'apporte aussi beaucoup à moi. Depuis un an, une quarantaine d'aidants a bénéficié de formations grâce à Dagoni Service. Ces aidants sont ceux recensés par la sécurité sociale. Mais à Mayotte, où l'entraide familiale est évidente, ils sont encore nombreux à ignorer leurs droits, alors que celui à la formation en fait partie. Il y a beaucoup de personnes qui aident un parent à domicile et qui ne savent pas forcément qu'ils ont un statut d'aidant familial et qui ne savent pas non plus qu'ils pourraient avoir des formations. Donc pour ça, il faudrait effectivement, nous on ne demande pas mieux parce qu'on se rend compte de la détresse que peuvent rencontrer certaines personnes âgées à domicile ou certaines personnes qui les aident à domicile. On ne demande que ça, que d'organiser des journées de formation comme ça pour montrer au moins l'essentiel. Beaucoup d'aidants le sont à côté de leur vie professionnelle. Pour leur permettre de souffler, l'État propose sous certaines conditions différents types de congés et de soutien financier. Des aides non négligeables sur une île où les structures médicalisées pour nos proches affaiblis manquent cruellement. Restons dans le domaine de la santé avec cette nouvelle que nous avons annoncée dans nos précédentes éditions. La rougeole est de retour à Mayotte. L'information a été donnée par l'Agence régionale de santé Océan Indien en début de semaine. Depuis le 16 novembre, 2 cas ont été diagnostiqués sur des enfants résidant à Mayotte. Cette maladie extrêmement contagieuse avait disparu du territoire depuis plus de 10 ans. Et pour éviter une épidémie, voici quelques conseils pour la reconnaître et surtout s'en prémunir. Anastasia Laguera, Youssouf Ahmed Matoir. Il n'y avait pas eu de cas de rougeole déclaré à Mayotte depuis 2009. Les 2 enfants contaminés n'ont pourtant pas quitté l'île. Contrairement aux idées reçues, la maladie est une des plus contagieuses. Un cas peut contaminer entre 15 et 20 personnes. À noter également que la rougeole ne touche pas que les enfants. Un jeune adulte au système immunitaire fragile peut aussi la contracter. Bien que le signe soit un symptôme cutané qui vienne de la peau, la rougeole se transmet par les petites gouttelettes que l'on produit quand on parle ou même quand on éternue. C'est un virus qui est dans ces petites gouttelettes et qui va avoir une transmission respiratoire.
une fois que le virus dans la gouttelette est reçu par une personne qui est au contact, et bien cette personne pourra développer la rougeole. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le virus il reste vivant dans les petites gouttelettes pendant 2 heures. Une fois infecté, il faut attendre entre 10 et 14 jours avant d'en voir les premiers symptômes. Écoulement nasal, fièvre, éruption cutanée. La rougeole peut entraîner des complications neurologiques importantes. En 2018, le seul moyen de s'en protéger reste la vaccination. Il y a 2 doses de vaccin. Les 2 doses sont extrêmement importantes parce qu'on voit qu'un certain nombre de rougeoles se développent chez les gens qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin. Si cette dose est réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact avec la personne qui a eu la rougeole, a priori, cette dose vaccinale vous empêchera de développer la rougeole. Mais à Mayotte, la couverture vaccinale reste insuffisante et on observe plusieurs cas de maladies graves. En juin 2018, lors de la campagne de vaccination de l'ARS, 40 000 enfants ont reçu gratuitement les vaccins obligatoires. Un chiffre qui témoigne du peu d'enfants immunisés sur le territoire. La loi impose pourtant à tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 11 vaccins obligatoires contre seulement 3 auparavant. L'ARS invite donc tous les habitants de Mayotte à vérifier leur statut vaccinal. Voici une autre question de santé essentielle en cette période de vacances. Où peut-on se baigner sans risquer une contamination bactérienne? L'ARS Océan Indien, qui assure le contrôle sanitaire des plages déclarées par les mairies comme zone de baignade, vient de sortir son bilan 2017-2018. Résultat concernant la qualité de l'eau. 9 plages présentent un niveau de qualité excellent. 7 sites ont une qualité de l'eau insuffisante. Et depuis la saison précédente, 11 autres sites sont toujours dans le rouge. Bibi Maria Malidi et Zora Abdou Café sont partis inspecter 2 plages. Direction Amuro et Mbuenatsa. Amuro fait toujours partie des sites définitivement fermés à la baignade en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Et pourtant, sur place, aucun panneau ne l'indique. Cette famille de Tararano, venue faire un petit volet, grillade, a déjà vécu une expérience malheureuse avec cette eau. Un jour, on était là avec mes enfants, on faisait le volet et ils ont allé baigner à la mer et le deuxième jour, ils sont tombés malades. Depuis là, moi, quand on est venu là, on vient juste pour le volet, mais pas pour se baigner. Ils avaient mal partout, la tête, le maux de tête, les articulations. Un peu plus loin dans le sud, même problème pour la plage du 3 Baobab en Mbuenatsa. Cette plage fait partie des 13 plages interdites à la baignade temporairement. Mais là aussi, rien n'indique cette interdiction. Cette famille venue de Kombani spécialement pour se baigner est choquée d'apprendre la nouvelle. C'est la première fois déjà qu'on vient me dire ça. Et puis généralement, c'est souvent par bouche à oreille qu'on entend que les plages, mais on ne sait jamais pourquoi. Ça se peut qu'il y ait des risques importants et là, du coup, on se retrouve dans le doute où on ne sait pas c'est pourquoi exactement la baignade est interdite. Donc, si c'est par rapport à l'eau, à la contamination, donc c'est un problème parce que c'est la santé. Les résultats du bilan annuel sont présentés dans un dépliant destiné à l'ensemble des usagers. Il sera mis à disposition du public dans les mairies et au niveau des présentoirs touristiques. Ce document rappelle à la définition du contrôle sanitaire, une cartographie du classement et des plages interdites à la baignade ainsi que le rappel des risques liés à une mauvaise qualité de l'eau. En bref, cette convention qui vient d'être signée entre la commune de Mtsamboro et l'Agence française de développement, il s'agit d'un prêt de 2 millions d'euros pour obtenir la réalisation des projets de la commune en matière d'habitat, d'assainissement et d'aménagement du territoire. D'autres conventions sont à venir pour un montant total de plus de 1,6 million d'euros. Elles vont permettre d'avancer l'argent nécessaire à la rénovation de l'hôtel de ville et des écoles de la commune. On écoute le maire Aruna Kolo, suivi de Yves Raja, le directeur de l'AFD. Ils sont au micro de Farouseni et Bibi Maria Malidi. Grâce à de la subvention apportée par le ministère de l'Outre-mer sur un certain nombre d'appuis conseils. Le premier, qui est quasiment consubstantiel à notre intervention, consiste à faire de l'analyse rétro, prospective et établir une PPI soutenable par la collectivité. PPI, il s'agit d'une programmation pluriannuelle d'investissement, donc cohérente et supportable par le budget de la collectivité.
Mais ces appuis conseils ne se limitent pas à ça. On a également déployé sur M'Samboro, mais également sur d'autres collectivités, un inventaire de l'ensemble des subventions dont bénéficient les collectivités, de manière à bien identifier les appuis qu'on pourrait leur apporter en matière de préfinancement, mais également les mettre en relation avec cette PPI cohérente dont je viens de parler. Nous avons des projets d'aménagement comme le lotissement à Sékou, à Mtsahara. Il y a la station d'épuration où on demande une part à la commune. Il y a la médiathèque de M'Samboro, mais nous avons aussi le plateau sportif couvert de Amjago. Il y a d'autres opérations, il y a plusieurs opérations. Je ne peux pas vous citer toutes les opérations, mais en tout cas, c'est 13 millions pour de nouvelles opérations et des opérations qui sont déjà financées. Voilà, c'est la fin de cette édition marquée par cette information sur le vote à l'unanimité de ce projet de loi visant à simplifier les règles de l'indivision successorale, un texte spécifique aux territoires ultramarins confrontés à de nombreux blocages sur leur foncier. Il va permettre notamment de libérer ce foncier pour la construction de logements. Voilà pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Abdou Café Mohamed pour le journal en maoré. Quant à moi, je vous dis à demain, 13h. Très bonne soirée à tous.